C'est quand même un truc de fou qu'on soit aussi avancé en médecine, en blockchain, en intelligence artificielle, en cryptographie quantique, plein de trucs bien hardcore, et qu'on utilise encore des vieux mots de passe pour se connecter. Peu importe le site, si vous voulez vous identifier, il faut rentrer votre mot de passe et souvent votre adresse email. C'est encore pire pour certains sites où tu peux direct te connecter avec Google ou Facebook. Pas besoin de vous faire tout un speech sur pourquoi vos données sont pas hyper sécurisées, je pense que vous avez compris, et pourquoi elles sont beaucoup trop centralisées aussi. Et à l'aube d'un nouvel Internet, le Web 3, eh ben c'est peut-être le temps de se tourner vers une version plus sécurisée et un petit peu plus à l'ère du temps de l'identification. Surtout que le Web 3, ça va être de plus en plus un monde où on va interagir avec des wallets, des liquidités et de la propriété numérique valorisable. Bref, les mots de passe, c'est chiant, il faut un autre truc. On s'arrête 2 secondes sur la biométrie, c'est stylé mais c'est pas mieux. Votre empreinte digitale, elle doit être conservée pour qu'on puisse la comparer avec votre doigt la prochaine fois que vous vous connectez. Est-ce qu'on sait où elle est conservée ? Non. Est-ce qu'on sait qui a accès à ces données? Non. Même si, il faut être réaliste, la plupart des gens s'en tapent littéralement de donner leurs données à tout le monde. C'est un fait, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais je pense sincèrement que pour l'instant, même si tout le monde s'en tape, ça va changer dans les années à venir au fur et à mesure que la notion de valeur numérique va être introduite et les solutions de sécurité d'authentification seront une énorme valeur ajoutée. Et là, forcément, vous l'avez vu venir gros comme un hack sur Solana quand ça fait 4 mois qu'il n'y en a pas eu. Blockchain plus authentification, c'est également le titre, Arketic. C'est parti. Avant de commencer, je précise comme d'habitude quand c'est le cas que la vidéo est en collaboration avec Arketic. Je vais prendre 20 secondes pour qu'on soit bien clair sur ma vision des vidéos sponsorisées, parce que forcément avec toutes les collaborations catastrophiques qu'on a déjà vues, je comprends totalement que ça puisse faire peur. Perso, je ne fais que des collaborations avec des projets sur lesquels je crois et dans lesquels j'investis. Je fais pas partie de cette branche de personnes qui dit « moi je vous montre juste le projet, il est bien, il est mal, on s'en fout, c'est à vous de faire vos recherches ». Mais par contre, je suis clairement pas du tout anti-vidéo sponsorisée. Quand je fais ce genre de vidéo, c'est que j'accepte avec plaisir d'associer mon image au projet que je présente, et j'en suis même fier que des projets de cette qualité me fassent confiance. D'ailleurs, en ce moment, je réfléchis à vous montrer mes wallets des projets collab on-chain pour la transparence, et évidemment, collab ou pas, j'essaye de tout faire pour garder un jugement impartial et honnête sur chacun des projets que je vous présente. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, d'autres qui s'en foutent, vous voyez ça comme vous voulez, c'est votre avis, mais au moins vous avez ma vision sur la chose. On enchaîne sur la vidéo. On va se mettre d'accord tout de suite, clairement, j'aurai pas assez d'une vidéo pour tout vous dire sur Arketic. D'ailleurs, cette vidéo risque de durer déjà un petit moment, donc voilà, prenez un petit café, asseyez-vous, tranquille, ça va bien se passer. Arketic, c'est de loin un des projets les plus complets que j'ai étudié, et vous allez comprendre pourquoi. Si je dois décrire Arketic en une phrase, je dirais que Arketic, c'est le carrefour entre un nouveau type de blockchain, la sécurité la plus prometteuse du marché, et l'identité décentralisée par biométrie native. Ça fait beaucoup, mais vous allez tout comprendre. On va mettre de côté l'aspect biométrie 2 secondes. Avec l'avancée de toutes les technologies de l'information, l'internet des objets, etc., la quantité de données que les réseaux vont devoir supporter à l'avenir est totalement aberrante, et elle est exponentielle. En 2022, on a créé à peu près 70 zétabits de données. Un zétabit, c'est 10 puissance 12 gigaoctets. Ça fait effectivement beaucoup de données, et aucune chance que ça diminue, au contraire. Sauf que ces données, il va falloir trouver des façons de les supporter, et les serveurs centralisés, style Amazon, Google Cloud, etc., vont avoir de plus en plus de mal à traiter ces données, et même pas les serveurs de stockage uniquement, mais les serveurs qui vont héberger les sites internet, etc. Le premier objectif d'Arketic, il est très ambitieux et on y reviendra. D'après le white paper, ils veulent, je cite, redonner à l'humanité le contrôle de la technologie et aux individus le contrôle sur leur identité. Sur Arketic, l'utilisateur sera sa propre clé pour s'identifier, signer des transactions, peu importe. Il aura juste à poser son doigt sur l'appareil qu'il utilise pour interagir avec le Web3 d'Arketic. Mais c'est pas tout. Tout le monde ne parle que de cet aspect qui est très cool, de la biométrie par le doigt, on va y revenir, mais il y a autre chose. Ils veulent aussi devenir un réseau de référence assez scalable, sécurisé et optimisé pour gérer toute cette énorme quantité de data à l'avenir. Ok, c'est cool, c'est ambitieux, mais on va pas se mentir que des projets qui disent ça, t'en as des centaines tous les ans. Et clairement, il y en a un très faible pourcentage qui réussissent. La théorie d'Arketic, en gros, c'est de dire, on va développer la technologie la plus qualitative possible, et si elle est assez bonne, ce que nous on pense, elle va être automatiquement adoptée par tout le monde. Et quand on voit les travaux réalisés sur l'équipe et les brevets qu'ils ont sortis, on se rend compte que c'est quand même pas du vent. 5 brevets sur l'identification biométrique et le matériel d'identification, 5 autres sur la technologie d'Arketic, protocole de consensus, création des blocs, gestion de la data availability, clairement on est sur des recherches de qualité. Leur tech elle sort clairement pas de nulle part, et avoir des brevets internationaux c'est clairement un avantage. Et bien messieurs dames, c'est parti, plongeons dans la technologie d'Arketic.
Déjà, on va parler de leur blockchain. La grosse particularité d'Arketic, c'est que leur blockchain est réduite à un stade atomique. Vous le savez, l'atome c'est le plus petit élément constitutif de n'importe quel objet sur Terre. Et bien Arketic a réduit sa blockchain à sa forme atomique, le plus petit élément possible. Sur la blockchain Ethereum, les blocs c'est des centaines ou des milliers de transactions qui sont mises dans un sac. Sur Arketic, chaque transaction c'est littéralement un bloc. En fait, Arketic, théoriquement, c'est pas une blockchain, donc littéralement une chaîne de blocs, mais c'est une transaction chain, une chaîne de transactions. Il faut qu'on clarifie quelque chose avant de continuer qui est très mal compris, je trouve. Une transaction, c'est pas forcément un transfert de valeur, un transfert d'argent. C'est un échange de données, donc ça peut être de l'argent, mais ça peut être tout type d'informations. Si on veut un réseau vraiment efficace pour gérer des centaines de zettabytes, eh ben il faut prendre le problème autrement qu'avec une blockchain classique. Ouais, c'est la vision d'Arketic. Et c'est là que réfléchir par chaîne de transactions est hyper smart. Au lieu d'avoir une chaîne de blocs avec toutes les transactions dans chaque bloc, on supprime complètement le problème de l'espace insuffisant des blocs. Chaque wallet, chaque smart contract va avoir sa propre transaction chain. En faisant ça, on va pouvoir supprimer toutes les salles d'attente qu'il peut y avoir, comme les mempools sur Bitcoin ou Ether, où on a tout ce paquet de transactions qui attendent d'être traitées et qui, clairement, prend du temps sur le réseau. Il n'y a pas de transactions en attente puisqu'il y a plus d'interférences entre les transactions des utilisateurs. En gros, vous prenez un train qui transporte des trucs, je sais pas moi, de la marchandise. Dans chaque wagon du train, on va mettre les différentes marchandises. Le train, il part de Lyon et il arrive à Paris. Une fois qu'il est à Paris, on doit tout vider. Sauf que quand on a vidé le premier wagon, techniquement, ce wagon-là, il est réutilisable, on peut remplir des trucs dedans. Mais il est bloqué, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vidé les autres, ok? C'est logique. On doit donc tout vider avant de pouvoir réutiliser le train. Ça serait techniquement, dans un monde alternatif un peu bizarre, beaucoup plus simple si on n'avait pas un gros train, mais plein de petits wagons, comme ça, dès qu'ils arrivent, on les décharge et ils repartent. Sauf que le gros problème de ça, c'est quoi? Bah c'est qu'on va saturer la rail du train et c'est totalement impossible à faire parce que tous les wagons vont alterner comme ça sur les rails et ça va être ultra galère. Dans la blockchain, même combat. Tu veux une meilleure scalabilité sans augmenter la taille des blocs ou réduire la taille que prennent les transactions, t'as pas 10 000 choix, il faut que les nœuds, c'est-à-dire les rails de la blockchain, puissent gérer plus de transactions par seconde, puisse permettre à plus de wagons de passer. Donc il faut que ces rails soient dopés aux stéroïdes. Et bien justement, c'est là que les beacon chains deviennent utiles. Beacon en anglais c'est le phare. Une beacon chain c'est une blockchain supplémentaire qui va servir de guide pour les nœuds et les smart contracts du réseau. Pour que les nœuds traitent plus de transactions, il faut qu'ils aient rapidement et facilement accès aux données. Et ben c'est le rôle des beacon chains. Elles vont prendre des screenshots réguliers de l'état du réseau, le contenu des smart contracts, les transaction chains, etc. Et ces screenshots, ils vont permettre aux nœuds d'avoir accès à des informations à tout moment et très facilement. Ils n'auront plus besoin de galérer pour trouver les données ni pour télécharger toute la blockchain. Ça va clairement aider à réduire les barrières à l'entrée pour les nœuds et ça permet d'adapter et de définir le nombre de validateurs opérationnels sur le réseau. C'est exactement le même principe avec les screens que vous faites sur votre téléphone où vous faites des captures d'écran. Pourquoi? Pour ne pas avoir à retourner sur le site quand vous avez besoin d'une info. On pourra même construire le prochain bloc pendant que celui d'avant se fait valider. Le consensus d'Arketic, sur le papier, c'est le protocole le plus sécurisé du monde, même devant le Nakamoto consensus de Bitcoin. Alors attention, je dis bien sur le papier, vous allez comprendre pourquoi. Évidemment qu'il n'a pas la même ancienneté que Bitcoin et ça serait déplacé de faire une comparaison comme ça. Le protocole ARC, ou ARCH, je sais pas comment ça se dit, c'est, attention accent anglais, Atomic Rotating Commitment Heuristic. Désolé pour la prononciation. La particularité de ce protocole, c'est que à chaque transaction, il va y avoir un tout petit comité de nœuds qui vont être sélectionnés pour vérifier cette transaction. Quand je dis petit, c'est vraiment pas beaucoup. Pour un réseau avec 100 000 nœuds par exemple, on n'aurait que 197 élus. Et contrairement à Ethereum où il faut la confirmation des 2/3 des validateurs pour pouvoir valider une transaction, là on veut 100% de confirmation. Donc ces fameux élus pour la validation de la transaction, ils vont tous regarder la transaction et s'ils valident tous à 100%, alors la transaction est ajoutée à la chaîne. Pour votre culture G, c'est ce qu'on appelle une transaction atomique. Et c'est clairement plus safe. L'objectif en créant ce protocole chez Arketic, ils se sont dit nous on va créer un protocole qui sera résistant pas à une attaque 51%, mais 90%. Ils ont fait des tests et grâce à cet algorithme, même avec 90% de l'ensemble du réseau qui était down ou qui était corrompu, ils ont pu assurer l'atomicité de toutes les transactions. Alors oui, ça repose sur des maths et sur des fonctions très techniques, vous vous en doutez, mais c'est vraiment le genre de truc que j'aime trop comprendre. Genre que même s'il y a seulement 10% du réseau qui est honnête et qui est en ligne, grâce au système, tout est validé et tout est sécurisé. C'est fou, c'est un peu dans la notion des ZK-proof dans l'idée.
Il faut aussi qu'on parle des smart contracts d'Arketic. Déjà, le langage de programmation, c'est le Elixir. D'après l'équipe, c'est un langage qui est super abordable par n'importe quel développeur du réseau. On peut coder des diaps en quelques jours avec, et après, les smart contracts, ils ont plein d'autres fonctionnalités intéressantes. Ils sont modifiables après leur déploiement, avec des protections pour éviter qu'un dev parte avec les pools de liquidité. Il y a des oracles intégrés, des identités décentralisées gérées nativement. On peut faire des procurations signées pour quelqu'un d'autre. Enfin bref, il y a vraiment plein d'applications de tous ces smart contracts à la vie de tous les jours. Dans les smart cities, dans la gestion des hôtels, dans le suivi des données médicales, dans la gestion des prêts, des assurances, on est un petit peu plus poussé. Enfin bref, la team est très transparente avec leurs travaux. Vous pouvez aller voir leur GitHub si vous voulez creuser. On en a fini avec la blockchain, ou plutôt avec la transaction chain. Cette notion de transaction chain, même si je trouve qu'elle est passionnante, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est pas la tech qui ressort le plus du projet, parce que toute la place est prise par la biométrie. Mais je vous en ai parlé en premier parce que je trouve vraiment que ici on est sur un angle d'approche qui est vraiment différent des autres blockchains, qui change et qui arrive avec une vraie proposition. On va voir ce que ça va donner sur du long terme, si c'est valable, mais en tout cas il y a une proposition de valeur ajoutée, et ça c'est vraiment cool. On passe à la biométrie. La biométrie, c'est l'analyse des caractéristiques physiques strictement propres à une personne. Sa voix, son visage, son iris, ses empreintes digitales, etc. Dans la biométrie classique, par l'empreinte digitale, qu'est-ce qui se passe? On scanne une première fois ton empreinte, on la stocke. Et quand tu reviens, tu poses ton doigt et on compare avec l'empreinte qui a été stockée. Voilà comment ça marche. Sauf que le vrai problème, c'est qu'on parle de data hypersensible. La biométrie, c'est super, ça empêche de craquer les mots de passe par force brute, ok, cool. Par contre, c'est un identifiant qui est unique, vu que c'est votre doigt. C'est pas possible de changer qui on est, et c'est pas possible de se faire changer de doigt. Si on nous vole une fois notre identifiant, on nous le vole à vie. Et c'est le gros problème actuel. Et c'est pour ça que toute la crypto-biométrie d'Arketic est pensée pour enfin apporter une vraie solution à ce problème et protéger correctement les données personnelles sur Internet. Mais du coup, cette crypto-biométrie, comment ça marche? Crypto-biométrie, ça fait vraiment cyberpunk. En fait, au lieu de juste te prendre une empreinte sur la partie plate de ton doigt, on va prendre plein d'autres paramètres pour créer ton identité décentralisée. Retenez bien cette notion d'identité décentralisée parce que dans 5 ans maximum, ça va être le gros paradigme du moment à mon avis. Ils ont appelé ça le keyring, le porte-clés. On va relever votre empreinte classique, votre empreinte latérale, une photographie infrarouge de votre réseau veineux interne, une photographie de ce même réseau par multispectral et votre rythme cardiaque. On va prendre chaque paramètre et on va les dériver pour créer plusieurs clés privées. Et c'est ça ce fameux porte-clés. À chaque fois que vous vous identifiez, chaque porte-clés est créé puis est détruit. Et comme l'identification ne se fait plus par la comparaison, il n'y a plus besoin de stocker quoi que ce soit en fait. Le seul moyen de s'authentifier, c'est d'avoir le porte-clés. Littéralement, il n'y a plus besoin de mot de passe. Je sais pas si vous vous rendez compte, même si on supprime notre moyen d'authentification, on pourra jamais le perdre, jamais l'oublier ou jamais nous le faire voler. C'est quand même incroyable. Après, la question réaliste, c'est qui va vraiment utiliser ça? On y revient juste après, mais avant, petit point sur l'équipe. L'équipe d'Arketic, elle est très qualitative. Elle est remplie de brevets et d'expérience. Le CEO, c'est Sébastien Dupont, un gars qui a 11 ans d'expérience chez Thales et Orange et qui s'est intéressé à la blockchain en 2014. Il a tout de suite vu le lien entre la blockchain et l'identification décentralisée. Il a fait des conférences dans le monde entier, il est allé toquer à la porte des grands groupes pour lui proposer ses idées, sauf que on est en 2014 et il était beaucoup trop en avance sur son temps. Ils lui ont clairement dit que c'était mort, donc il a décidé de créer son propre projet tout seul. Je vous laisse voir le reste de la team, il y a pas mal de très bons éléments. La tokenomique d'Arketic. Le token Arketic, c'est le UCO. Et à quoi il va servir? Déjà, il va récompenser les mineurs et les contributeurs. Ok, normal. Mais c'est pas tout. Les achats de matériel biométrique par les clients, les frais de réseau pour les mineurs, les récompenses pour les créateurs de services et de DApp, la participation à la gouvernance, tout va se faire avec le token UCO. L'UCO, il est au niveau des 10 centimes actuellement, avec 25 millions de market cap environ, et une supply totale d'1 milliard de tokens. C'est pas ce qui a marqué sur CoinMarketCap où on voit 10 milliards de tokens, mais le 12 décembre 2021, ils ont burn 90% de leur supply, ce qui nous fait maintenant une totale supply de 1 milliard de UCO. Et j'ai vérifié avec les wallets on-chain, ça correspond. Au niveau de la tokenomique, parmi ces 38,2%, 25 a été vendu pour financer la seule vente privée qu'ils ont fait en 2019. Le reste va permettre de financer le projet sur du moyen long terme. 23% qui vont être utilisés pour donner envie de tester et créer des DApps sur le réseau. C'est contrôlé par la DAO. Il y a 14,5% pour la team et les conseillers, avec une libération progressive sur 2 et 3 ans. 9% pour récompenser les stakers et 5,5% pour la liquidité sur les DEX et les exchanges. On a 3% pour que les mineurs soient payés à un taux fixe en attendant que le réseau soit plus utilisé, ce que je trouve vraiment cool. 3,4% aussi pour imaginer d'autres moyens de récompenser les nodes et 2,13% pour la fondation Arketic. Je trouve ça honnêtement rassurant, je fais vraiment
très attention à la distribution d'un token. Je trouve que c'est l'un des aspects, si ce n'est l'aspect le plus important de l'analyse d'un projet. Vraiment. En fait, si vous avez une distribution qui n'est pas bonne, le projet ne peut pas performer. En tout cas, le token ne peut pas performer. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits pour inciter à la productivité et à la croissance du réseau. Et surtout, ils ont gardé une partie de la supply pour assurer les mineurs. En gros, tant que les frais ne sont pas suffisants pour être rentables, ils auront le revenu stable garanti, ce qui va vraiment les inciter à venir le plus vite possible sur la blockchain. Et ça, c'est aussi hyper rassurant pour la sécurité du réseau. Le token UCO, il est inflationniste. Par contre, son inflation, elle est programmée et elle est prévisible. Jusqu'en 2030, on va avoir 10,93% d'inflation et ensuite 0,5% par an jusqu'en 2070 à peu près. Après ça, plus d'inflation. Enfin bon, 2070, ça va, on a encore le time. Son inflation, elle est programmée, mais sa déflation aussi. Ils ont implémenté dans le code un burn automatisé sur les frais de transaction. Donc c'est possible qu'à terme, le token devienne déflationniste si le réseau devient mainstream. Ils ont clairement construit leur tokenomique pour assurer la stabilité et la croissance. C'est pas du tout agressif et ça permet de faire plaisir à tout le monde. La trésorerie, elle peut continuer de développer le projet, les mineurs ont des revenus garantis, une partie encore à distribuer pour stimuler la croissance. Vous savez que devenir mainstream, c'est pas simple et Arketic a beaucoup de chemin à faire pour en arriver là. Encore une fois, on va en parler juste après. Le mainnet. Pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant et pas avant? C'est parce que le 10 décembre, donc il y a quelques jours au moment où vous voyez cette vidéo, Arketic déploie son mainnet public. Le réseau principal est live, les transactions sont publiques et immuables et la première transaction chain du monde est enfin en ligne. 1 centime par transaction, une scalabilité énorme, un modèle déflationniste très sécurisé, une blockchain verte, enfin vraiment, on reste très prudent parce qu'on a encore vu que le début du mainnet, mais si c'est aussi efficace que sur le papier, ça peut être vraiment incroyable. Le faucet a déjà été lancé et il y a 10 000 UCO par jour qui sont distribués jusqu'en janvier, ce qui va permettre aux utilisateurs de faire des transactions, de créer des smart contracts, des NFT et des tokens gratuitement. Donc si vous voulez interagir avec l'écosystème sans prendre de risques, vous pouvez essayer de claim vos tokens sur le wallet mobile Arketic. Encore une fois, les liens sont dans la description. Comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos, je vais essayer de toujours passer un moment à me concentrer sur les aspects négatifs, ou du moins les enjeux des projets que je présente, parce qu'il y en a sur littéralement tous les projets, et encore plus sur des low-cap comme celui-là. Le secteur des plateformes de smart contract, il est hyper compétitif. C'est même sûrement le secteur le plus compétitif de l'écosystème, avec la guerre des Layer 1, les Cardano, Solana, Ethereum, Avalanche, etc. Ce que je veux dire, c'est que le réseau va devoir faire ses preuves et se démarquer de cette casquette d'une énième blockchain de proof of work à la tech innovante mais que personne n'utilise. Ensuite, forcément, on n'a encore rien vu du mainnet. Est-ce que la finalité des transactions est aussi rapide qu'ils l'ont promis? Est-ce que le réseau ne va pas se congestionner? Est-ce que les devs viennent sur le réseau? C'est super important, tu peux avoir la meilleure tech du monde, s'il n'y a aucun dev sur ton projet, bah tu vas pas avoir beaucoup de services à proposer. Est-ce que la technologie de transaction chain est adaptée à ce type d'utilisation? Après, il y a toute la partie biométrique qui m'intrigue, clairement. L'objectif, c'est de faire une empreinte de l'intérieur de mon doigt. Donc, pour faire ça, actuellement, on n'a rien qui propose ça, il va falloir trouver d'autres supports que ce qui se fait actuellement. La question, c'est quelle forme ça va avoir? Est-ce que ça sera ergonomique, qu'on se retrouve pas avec une sorte de gros cube bizarre où il va falloir mettre le doigt? Est-ce que les entreprises vont accepter d'utiliser du matos spécifique pour ça? C'est hyper dépendant de la demande, en fait. Si le réseau a une énorme croissance, que l'identité décentralisée et la privacy deviennent des éléments indispensables et de plus en plus avec le vent dans le dos dans le Web3 dans les années à venir, eh ben les entreprises peuvent être intéressées. Mais s'il n'y a aucune entreprise qui est intéressée, est-ce que le réseau aura de la croissance? Enfin voilà, c'est le dilemme de la poule et de l'œuf. Une autre question qu'on peut aussi se demander, c'est est-ce que les gens sont prêts à accepter cette technologie-là? Alors on va parler français, pour l'instant, non, pas du tout. On va pas dire que c'est utilisable si jamais ça existe, non. En tout cas, aucun particulier ne mettra son doigt pour qu'il y ait son réseau veineux qui soit mis dans des clés privées pour en générer des porte-clés, évidemment. Mais dans le futur, avec, comme on l'a dit, l'évolution de la notion d'identité décentralisée, l'évolution de la valeur numérique, c'est largement possible que ça devienne la norme. On parle de 10 ans à peu près. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi développé des brevets. Après, forcément, c'est une technologie beaucoup plus excitante et accessible que les transaction chains. C'est pour ça que tout le monde réduit un petit peu Arketic à ça. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça donne un petit peu cette image d'un projet beaucoup trop en avant sur son temps, alors que c'est pas le cas. C'est juste un service qu'ils ont breveté et qu'ils attendent qu'il devienne adopté pour pouvoir peut-être le proposer. Mais
moi perso, ce que j'attends le plus, c'est pas la biométrie, mais c'est de voir si la transaction chain sera aussi efficace et compétente qu'elle l'affiche. Le projet est giga ambitieux et il a tout pour se démarquer du reste, clairement, mais il reste plein de défis à relever avant de devenir mainstream. Clairement, le projet Arketic, il est hyper complet. Il y a plein d'éléments que j'ai pas pu vous présenter, sinon la vidéo ferait 1 heure. Mais il y a plein d'angles d'approche différents et de solutions qui peuvent aider des secteurs en rapport avec la blockchain évidemment, mais aussi ailleurs. On a dit en début de vidéo qu'une transaction, c'est pas forcément un transfert d'argent, mais un transfert de données. Et justement, on peut parler par exemple de AEWeb, qui est leur solution d'hébergement de site internet, qui va utiliser la transaction chain pour héberger des sites et soutenir toutes les datas qui peuvent circuler. Donc, Arketic propose clairement des solutions pour remplir des fonctionnalités de la blockchain, c'est-à-dire la notion de registre distribué, etc., mais aussi pour héberger et soutenir la tonne de données qu'on risque d'avoir dans le futur. En fait, si on raisonne de manière très simpliste, je me dis que Arketic, ils ont la biométrie, c'est stylé, ils ont les transactions chain, c'est stylé, ils peuvent héberger des données, ils peuvent faire des transactions de manière décentralisée. En fait, je me dis, avec toute la palette de propositions qu'ils ont, il y en a forcément une qui va péter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que la biométrie mettra du temps à péter, peut-être qu'elle ne pètera jamais, peut-être qu'elle pètera dans 1 an, mais ça veut pas dire que la transaction chain ne sera pas utilisée. Ça veut pas dire que des sites hébergeront leurs données sur AEWeb. Et donc, ils ont plein de solutions comme ça, et cette palette de solutions qu'ils proposent est clairement valorisable dans le sens où elles vont tous pouvoir faire une sorte d'effet ping-pong entre elles et se renvoyer l'appareil, ah bah celle-là elle marche, donc on renvoie les gens vers celle-là, on renvoie vers celle-là, etc. Et pour être honnête avec vous, vous me croyez ou vous me croyez pas, j'aurais fait cette vidéo sur Arketic dans tous les cas, parce que c'est clairement un projet que je suis depuis un moment, depuis la vidéo d'Asher, et sur du long terme, je pense qu'il reste encore quelques petites choses à affiner, qu'on ait un marché un petit peu plus haussier, et je suis vraiment confiant sur la technologie d'Arketic. Je vous ai mis plein de liens en description si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur la tech ou quoi, n'hésitez pas à venir les poser sur le Discord, tout est dans la description. Je suis vraiment curieux de savoir quelle facette de Arketic vous intéresse, que la biométrie vous intéresse, ou est-ce que vous êtes comme moi et que vous attendez plus de choses de la transaction chain ou d'autres aspects. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Iril et on se retrouve très bientôt.